On passe effectivement à cette autre thématique, le live stream concert de demain. Point d'interrogation, quand même, on va garder le point d'interrogation. Mars 2020, nous vivions ici même, dans l'Agora de la Maison de la Radio et de la Musique, la dernière expérience live en public en ce qui me concerne, pour quelques mois. La pandémie du Covid nous a tout à coup privés d'un rendez-vous qui, pour les amoureux de musique, était jusque-là normal. Une habitude qui ressemblait à un rendez-vous extraordinaire au sens premier du terme, une aventure commune entre l'artiste et son public, une expérience organique, sensorielle, parfois sensuelle, faite de communion, de vivre ensemble et aussi parfois de transpiration. Ça s'appelle le concert. Les premières semaines de la pandémie et du confinement, on a vu surgir de nouvelles expériences, Facebook Live, Insta Live, réalisées parfois dans des conditions très sommaires, en direct de la chambre ou de la cuisine de nos artistes préférés. Un lien virtuel qui, paradoxalement, a sollicité une autre relation à l'artiste, mélange d'intrusions fictives et de gestes barrières qui, tout à coup, produisait l'illusion bénéfique que le lien n'était pas tout à fait coupé. Puis on a progressivement assisté au développement du live stream, le concert virtuel à distance pour ainsi provoquer un continuum entre les artistes et leur public. Alors le live stream n'est pas né du Covid. Pas mal d'acteurs et d'artistes s'étaient déjà aventurés dans ce nouveau modèle, mais la pandémie que nous traversons encore malheureusement a accéléré les opportunités pour en faire un modèle d'usage, de consommation et surtout d'expression novatrice. Alors cet après-midi, 3 questions au moins se posent sur ce sujet. Live stream, est-ce vraiment le concert du futur ? Live stream, est-il un mode d'expression parallèle au spectacle vivant ou peut-il se substituer à celui-ci ? Le live stream peut-il devenir le mode de diffusion et de consommation majoritaire pour les jeunes publics qui ne décollent plus de leur tablette, de leur mobile et de leurs jeux vidéo dans lesquels peuvent s'insérer par exemple à merveille des live streams ? Et cette question a son corollaire, le public est-il prêt à payer pour un show virtuel ? Alors un exemple semble l'affirmer. En octobre, par exemple, il y a eu 2 concerts en live stream du groupe de K-pop BTS qui ont permis d'amasser quelques 44 millions de dollars. Au total, 900 000 fans autour du monde se sont connectés pour suivre le concert filmé à Séoul et diffusé en ultra haute définition. C'est un cas emblématique, mais c'est aussi un exemple qui peut susciter d'autres aventures. Il semblerait quand même que les concerts streamés les plus médiatisés ont en effet un point commun, leur mise en scène léchée est, on va dire, XXL, à l'image des araignées géantes en 3D grouillant au-dessus de Billie Eilish, ou des 50 caméras dépêchées à Dubaï pour capturer la performance explosive de Kiss le soir du Nouvel An, ou encore celle de Jean-Michel Jarre pour cette expérience unique de concert en réalité virtuelle dans le cœur de Notre-Dame de Paris le 31 décembre dernier, qui a plié tout le monde, artistiquement, mais aussi en nombre de vues et de spectateurs, avec plus de 75 millions de spectateurs au rendez-vous. Alors pour en parler cet après-midi dans le cadre de Média en scène, j'ai le plaisir d'accueillir Yvan Boudillier, consultant de l'agence The Link et auteur d'un livre blanc sur le sujet publié par le Midem, qui est avec nous en virtuel, c'est magnifique, en live stream. Bonjour. Absolument. Bonjour, Yvan. Bonjour. Ravi d'être là avec vous. Laurent Dessay, directeur délégué de Petit Bain et président du syndicat des musiques actuelles. Et enfin, Jean-Michel Jarre, artiste, explorateur, chercheur de son, expérimentateur de nouveaux territoires musicaux, sonores et visuels. Merci à vous 3 d'être là. Et j'ai une première question que je vais poser à Laurent Dessay. Le live stream, pour vous, ça a d'abord été une réponse à un contexte de crise et non à un nouveau mode de stratégie de diversification. En quoi c'est important de le préciser ?
Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais peut-être rappeler très rapidement ce qu'est le syndicat des musiques actuelles pour que tout le monde situe. Donc, c'est un syndicat national de petites et moyennes structures, qui est le syndicat de la filière musicale, qui regroupe donc des salles de concert, des festivals, des labels, des médias, des réseaux et fédérations, etc. Et ce qui réunit un petit peu ces acteurs, c'est que c'est des petites et moyennes structures qui ont une gestion à but non lucratif, qui sont très attachées au principe d'intérêt général, de diversité artistique et culturelle, etc. Et effectivement, parmi les adhérents, pendant ce choc que tu décrivais très bien, où du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans possibilité d'aller à des vrais concerts, il y a eu un enjeu qui s'est présenté à nous, qui a été de maintenir un lien en fait, avec les publics. Donc finalement, le live stream qui s'est développé au sein de notre secteur d'activité, et en tout cas chez ces professionnels, au niveau de cette typologie de professionnels, c'est vraiment un enjeu un peu d'intérêt général et de mission de maintenir ce lien. Mais ça n'a pas relevé d'une stratégie, dans un premier temps, en tout cas de diversification d'activités. C'était vraiment... le public est cloîtré chez lui, il faut trouver un moyen de maintenir le lien. Et effectivement, au début, ça a été des vidéos hyper à l'arrache, mais ça a fait le job en fait. Ça a créé un lien assez sympa. Et puis ensuite, on a vu se développer des formats un peu plus léchés. Sur les musiques électroniques, par exemple, il y a eu l'expérience United We Stream avec le réseau Technopole, qui permettait aussi aux DJ de pouvoir s'exprimer. Il y a eu toute une série d'initiatives, aussi bien en live stream, mais aussi des concerts faits aux fenêtres des appartes et maisons des artistes, des concerts à vélo, enfin voilà, toute une série de choses. Mais effectivement, plus dans cette logique de mission d'intérêt général et de continuer à maintenir un lien vraiment essentiel avec les publics. Question à apporter. Jean-Michel Jarre, en quoi c'est pertinent tout de même de poser la question en ces termes, live stream, concert du futur ? Je vais essayer de répondre de manière succincte à toutes les questions que tu as soulevées. D'abord, je pense qu'il ne faut pas opposer le concert physique du concert virtuel. Je pense que la pandémie a joué un rôle d'accélérateur pour en fait un nouveau mode d'expression qui a émergé à cause du fait qu'on était isolés. Donc, du coup, le live stream est dans live stream, on parle de différentes choses, comme tu viens de le dire. On parle éventuellement de quelqu'un qui prend sa guitare et qui va partager sa musique dans sa chambre, jusqu'au concert en VR social, ce que j'ai pu faire pour le concert que tu rappelais pour le jour de l'an. Et en fait, c'est un mode d'expression aujourd'hui qu'on doit considérer comme quelque chose de différent, exactement comme le cinéma l'était au début, comme le cinéma l'a été au début de son apogée, enfin, au début, à l'époque des Frères Lumière, par rapport au théâtre. On disait finalement, les gens de théâtre disaient, qu'est-ce que c'est que finalement, c'est une curiosité, mais c'est un truc de cirque. En fait, ces gens qui s'agitent sur un écran, sur un drap blanc, ce sont finalement ne sont pas des acteurs. Un véritable acteur, c'est celui qui est sur scène avec un public physique. Et c'est devenu l'art majeur que nous connaissons. Et donc, du coup, la pandémie a joué un rôle d'accélérateur pour développer chez les artistes, justement, un tas de procédés qui permet justement de proposer quelque chose d'autre, d'alternatif. Donc, le concert du futur, ça ne peut pas être seulement les concerts physiques, mais ça ne peut pas être non plus seulement les concerts en virtuel. Et pour terminer rapidement, je pense que tu as rappelé l'économie du live stream. D'une certaine manière, le jour où le président est en train de parler d'innovation aujourd'hui, je pense qu'il y a eu un décalage entre la France et les pays anglo-saxons, parce que justement la France a aidé dès le départ. Donc paradoxalement, ça a été évidemment une bonne nouvelle pour tout le monde, mais en même temps, les pays anglo-saxons qui n'avaient pas le choix sont rentrés immédiatement dans une stratégie payante sur le plan du live stream, alors que nous ne l'avons pas fait. Et je me souviens que quand Roselyne Bachelot est arrivée rue de Valois, moi je suis allé la voir pour lui dire c'est très important que le live stream et les concerts virtuels et les spectacles virtuels, parce qu'on parle de musique, mais c'est pas seulement la musique, le live stream, c'est beaucoup d'autres choses. Comme on va y venir. Je pense que et en fait au Festival d'Avignon, il y avait la réunion justement il y avait la réunion de tous les festivaliers et qui réfléchissaient sur l'avenir des festivals. Et moi j'ai demandé à Roselyne Bachelot, ça serait bien de donner
même une demi-heure aux gens de la réalité virtuelle, aux gens du live stream, parce qu'il y a un pont à établir avec les festivaliers et avec les organisateurs de festivals. Et il nous a été répondu finalement que ce n'était pas le sujet. Ça montre le décalage qu'il y a, notamment en France, entre justement une prise de conscience du fait que la pandémie ayant joué un rôle d'accélérateur, certes, mais il y a l'émergence d'un nouveau mode d'expression qui peut toucher sur le plan social des gens qui sont isolés géographiquement, isolés pour des raisons de handicap, qui sont isolés socialement, et aussi d'utiliser au fond une grammaire, comme tu le rappelais Didier, qui est une grammaire qui est la grammaire de toute la jeune génération, et de pouvoir les faire venir sur justement des territoires qui peuvent ne pas être très familiers pour eux, comme celui du théâtre, des expositions, etc., qui effectivement ont effectivement une place dans tout ce qui peut être virtuel à travers le live stream. Alors on va y revenir à toutes ces notions que Jean-Michel vous avez abordées sur le modèle économique, sur des disciplines, parce que comme je suis là, que vous êtes là, on a l'impression que le live stream ne peut concerner effectivement que les musiques actuelles. On va revenir à ça, mais justement, on va laisser la parole à Yvan Boudillier, parce que en creux, ce qui doit ressortir de ce développement du live stream, je vous regarde, cher Yvan, c'est la question de la création, avec derrière tout ça le sujet plus précis de l'écriture. En fait, le live stream ne peut pas être une simple duplication du concert live traditionnel sur une scène avec un public, ce que vous appelez de façon délicieuse la mise en bouteille numérique du spectacle traditionnel. Donc il y a à travers ça une question de la redéfinition de la création, et je dirais même plus du sujet de l'écriture et donc par extension des formats. Absolument. Merci de rappeler ce point que Jean-Michel aussi a souligné, c'est-à-dire ces nouvelles technologies comme des outils et des nouvelles palettes pour d'abord être un nouveau terrain d'expression, donc de l'artiste vers son public. Et ce qui est peut-être particulier, c'est avec son public, ce qui est déjà le cas. Un concert se fait forcément dans l'interactivité, dans l'émotion, mais les nouvelles formes créatives qu'offrent les concerts virtuels sous toutes leurs formes, que ce soit depuis les réseaux sociaux, sur des formats où le texte rentre en ligne de compte, jusqu'aux expériences extrêmement poussées et immersives qu'a pu proposer Jean-Michel pour le Nouvel An. C'est un sujet d'écriture. Aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment d'étalon, il n'y a pas de standard, et c'est peut-être une bonne nouvelle. Par contre, il est vrai que jusqu'à présent, c'est souvent les plateformes qui ont défini les formats, et en tout cas l'usage et aujourd'hui, il est temps, et je souscris enfin, si on peut appeler ça un appel, mais au point de Jean-Michel qui est de dire: en France, nous avons tous les talents et les entreprises, et voire aussi le soutien, je pense, du public, pour potentiellement avoir une voix au chapitre et en tout cas mettre en concert, mettre en commun cette créativité, cette technologie, aussi cette capacité à agréger au-delà de tout ça des aspects marketing, des aspects data, on a en France le Prodis qui est actif sur ces sujets. On a le SMA qui est là aujourd'hui avec une diversité d'acteurs. Vous avez Ubisoft en France, vous avez l'IRCAM, vous avez plein d'acteurs qui sont potentiellement, qui pourraient être amenés à construire une sorte de grammaire, en tout cas de définir des formats, puisque il faut comprendre quelque chose, c'est qu'en général, quand on est sur des comme ça des nouveaux marchés, on peut pas encore parler vraiment aujourd'hui d'un marché du live streaming, voire non pas encore non plus d'une économie. Mais là, on est sur un nouveau territoire. Ça va très vite se cristalliser. Et en général, pour l'instant, c'est vrai que le là vient souvent des États-Unis ou d'Asie, où c'est vrai, l'expérience que vous citez avec BTS, par exemple, il est intéressant de noter qu'en coulisses, c'est une plateforme américaine qui s'appelle Kissway, qui propose des expériences interactives multi-angles qu'une société française qui s'appelle OmniLive propose également. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est ça. Les US et l'Asie sont fer de lance sur ces nouveaux formats, et on a quelque chose à raconter en France, mais en mettant en commun beaucoup de choses, ce qui est plus complexe, puisqu'il s'agit de concertation, il s'agit d'expérimentation, et ça s'accompagne, tout ça, c'est de l'innovation, finalement, à proprement parler.
Et en tout cas, ça sera avec les artistes comme vous, je pense, on va en reparler. Mais c'est la créativité, je pense, le point de départ. C'est pas la distribution ou la technologie. Jean-Michel voulait rebondir sur ce que vous dites. Oui, très Yvan. rapidement, parce que ce que tu dis, c'est capital. Je pense que effectivement, aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, on est toujours en pointe justement sur le plan du défrichage. Il y a une attitude de défricheur en France. D'ailleurs, cette maison en est une preuve. Sur le plan sonore. Et en fait, de la même manière qu'on a inventé Internet et qu'on se l'est fait prendre par les Américains, aujourd'hui, si on veut faire, par exemple, un concert en live, il faut obligatoirement passer par une plateforme américaine ou par une plateforme asiatique, comme tu viens de le dire. Et il est urgent de créer un hub virtuel pour le live stream et pour toutes les technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Ça va très très vite. Depuis que j'ai fait ce concert le 31 décembre, c'est comme si 10 ans étaient passés technologiquement. Tous les jours, les choses évoluent. Et je veux dire il n'y a aucune raison qu'on soit à la traîne. On n'est pas à la traîne. Il y a des tas de startups ici en France, comme tu viens de le dire, qui sont encore totalement en avance. Mais ça ne sera peut-être plus le cas dans 2 ans. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il est urgent, quand on parle d'innovation en France, de créer un écosystème pour le live stream et au-delà pour tout ce qui est réalité virtuelle, réalité augmentée. Une plateforme de réalité virtuelle nous permettrait de ne pas être dépendant ni des États-Unis ni de l'Asie. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle par exemple que le concert que j'ai fait à Notre-Dame, il a fallu qu'on paye une plateforme de distribution qui s'appelle VRChat, une plateforme de VR américaine, qui nous a fait un prix, certes, mais qui demain n'en fera peut-être plus. Et qui surtout va être finalement décidé du contenu qu'ils passeront, dont ils feront la promotion ou pas. On a raté la participation justement du contrôle des tuyaux sur Internet. Ne ratons pas la prochaine révolution qui est la VR et qui est la XR de manière générale, réalité augmentée, etc. Laurent, est-ce qu'en entendant tout ça aussi, on parle de nouvelles écritures, de nouveaux formats qui exigent en général beaucoup de créativité, mais aussi quelques moyens. Est-ce que, pour être un peu frontal, est-ce que le futur du live stream n'appartient donc qu'aux riches ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu cette question-là qui se pose en creux ? Spontanément, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie opportunité pour des artistes affirmés qui ont des moyens de production importants et qui peuvent vraiment proposer un contenu qui ne va pas juste finalement être un contenu d'un concert retransmis. C'est vraiment ce qui est intéressant pour moi dans le live stream, c'est de pouvoir aller chercher autre chose que simplement retransmettre du live, mais une expérience avec des systèmes d'interaction avec le public, des systèmes de multi-angles, des jeux de lumière, de scénographie, etc. Et effectivement, aujourd'hui, pour des acteurs plus modestes, il n'y a pas de modèle économique qui existe. Et donc, ça rejoint ce que dit Jean-Michel, finalement, parce que l'idée, c'est pas d'opposer les petits aux gros, les riches aux plus modestes. Mais effectivement, il y a un enjeu de financement de ces formats. Alors, le Centre national de la musique, qui est, pour faire très très vite, parce que c'est pas vraiment ça, mais l'équivalent du CNC en moins puissant côté musique, enfin, en tout cas une maison commune, a mis en place des moyens pendant la crise, mais donc, qui ont permis de soutenir un certain nombre d'initiatives de ce type. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les acteurs un petit peu plus modestes, c'est plus compliqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ça alimente une réflexion sur du contenu un petit peu alternatif, pas forcément uniquement du live stream, mais aussi des petites capsules de reportages qui vont créer une proximité entre des jeunes groupes en développement et leur public et proposer des formes alternatives. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'on a des publics très jeunes et des nouvelles générations qui arrivent. Et ces générations-là, je ne suis pas sûr qu'elles soient très réceptives au sacro-saint, entre guillemets, programme papier qu'on leur remet. Et il va falloir trouver d'autres moyens de toucher ces publics, tant pour les salles que pour les artistes. Et donc là, ça ouvre effectivement des pistes. Ce qui veut dire que le live stream
peut être aussi un outil de communication qui remplacerait, qui supplanterait le flyer, la newsletter, en tout cas qui pourrait attiser la curiosité de jeunes publics qui ont déjà coutume de ce type de consommation. Et derrière tout ça, il y a quand même la question de la prescription que l'on voit aussi apparaître. Cette prescription qui, dans le live, se faisait jusque-là dans les festivals, les scènes de musiques actuelles, ou les salles de concert de manière générale, à travers des résidences, des créations ou ces fameuses premières parties. Et on s'aperçoit aujourd'hui quand même qu'une partie des labels réfléchissent pour exposer leurs jeunes artistes à des concepts de live stream qui peut-être pourraient même supplanter le clip, qui est un outil massif de diffusion aujourd'hui. La prescription, elle est aussi une question qui est importante quand on parle de live stream. Juste un mot avant, après je me tais, mais juste un mot pour réagir sur ce qui vient d'être dit, et après je te passe, je me tais, mais simplement je voudrais réagir quand même à cette question sur le fait de se dire, est-ce que le live stream, c'est finalement un problème de riches? Je dirais que c'est exactement l'inverse. C'est que c'est beaucoup moins cher aujourd'hui de faire un concert, une scénographie en virtuel qu'en physique. C'est l'imagination qui la limite. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de gravité, par exemple, dans l'univers virtuel. Donc on peut imaginer des scénographies depuis sa chambre à coucher. Donc c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé avec la démocratisation de la musique à travers Internet, où quelqu'un qui était dans sa chambre avec très peu de moyens pouvait composer, enregistrer, produire et distribuer. C'est exactement la même chose avec la VR, donc c'est exactement l'inverse. C'est une démocratisation de la mise en scène et des scénographies, et c'est pas l'inverse. Alors évidemment, après, il y a plus ou moins de gens qui ont plus ou moins de moyens, mais depuis sa chambre à coucher, on peut imaginer d'avoir, par exemple, des multicaméras. Si on a le savoir-faire, il y a des étudiants qui sont des codeurs qui peuvent aujourd'hui faire une mise en scène une réalisation extrêmement sophistiquée avec très peu de moyens. Je voulais simplement le rappeler. Yvan, sur cette question de la prescription liée au développement du live stream? Oui, donc cette prescription, c'est vrai que c'est intéressant puisque juste avant notre échange, il y avait un très intéressant débat autour de un peu de l'état des lieux du streaming musical avec une plateforme comme Spotify. Si vous prenez, parce que la prescription, elle a lieu à plusieurs endroits dans le monde du spectacle vivant. Elle a lieu évidemment, comme tu le mentionnais très justement, dans les territoires, dans les lieux, à l'échelle des villes. Et les festivals aussi jouent un rôle énorme, et on a la chance en France d'avoir un réseau de festivals incroyable, mais ça se passe aussi via des médias qui sont spécialisés, mais maintenant également via des plateformes qui sont des vrais hubs de consommation et de découverte de la musique, et Spotify en est l'exemple, Deezer en est un autre. Si vous êtes utilisateur de Spotify, vous avez dû remarquer que quand vous écoutez de manière assez assidue un artiste et que par ailleurs il passe près de chez vous en concert et que Spotify sait où vous habitez, ou en tout cas où vous êtes avec votre mobile, vous recevez une notification disant qu'il va être en concert près de chez vous. Ça, c'est une réalité, ça s'appelle de l'usage, et c'est grâce à la data, c'est grâce à la maîtrise de la donnée, etc. Qu'est-ce que ça va devenir demain, sans même parler de live stream? Déjà, ce sujet-là, il est là. Mais si vous rajoutez à ça le fait que Deezer vient de racheter, en tout cas vient de prendre des parts dans une société de live stream et avait déjà fait la même démarche avec DreamStage, qui est une société américaine, on voit bien où ça nous mène. Pour moi, c'est plutôt une opportunité si les acteurs de la filière s'entendent, il y a un dialogue s'opère et qu'il y a une vraie compréhension de ces enjeux de data et de marketing de manière transversale. Comprendre qu'il s'agit d'un sujet d'usage et que le live streaming, finalement, c'est un peu la croisée des mondes entre le streaming et le live, et qu'une chance, si on s'en empare, encore une fois, ça peut devenir une menace si on ne fait rien, c'est de pouvoir mieux maîtriser les audiences, comprendre aussi, remonter des informations depuis ces services, collecter de la donnée pour ensuite amener potentiellement des nouveaux publics, des jeunes, dans les salles. C'est quand même ça aussi un des enjeux. Sauf que c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et je pense qu'il y a un sujet, pour revenir une seconde, si je puis me permettre, vraiment en 2 phrases sur ce que vient de dire Jean-Michel, sur le fait que le live streaming n'est pas l'apanage des riches, et je suis d'accord avec lui.
c'est plus une question de savoir-faire finalement à la fin que de moyens forcément technologiques. Aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont à disposition. Par contre, c'est vrai que les compétences ne sont pas toujours au rendez-vous parce que c'est une évolution des métiers. Par contre, il y a un vrai sujet, encore une fois, de hub ou à l'échelle des territoires, de rassembler d'autres talents qui ne sont pas forcément aujourd'hui ceux qu'on voit autour de la production d'un live, des développeurs, des jeunes designers. C'est un vrai sujet intéressant. Donc, ça démarre aussi au niveau de l'éducation. Je donnerai un petit exemple. C'est une société qui est américaine et française qui s'appelle Overview Arc, que j'ai la chance de mentorer dans un programme qui s'appelle Jump, un programme européen. Ils ont construit un collectif de développeurs de jeux vidéo et d'artistes musicaux pour construire ensemble une sorte de palette d'outils pour créer des concerts en réalité virtuelle de manière ultra simplifiée et accessible pour tous les artistes, y compris les artistes indépendants. C'est-à-dire, en gros, ils mettent à disposition comme si vous aviez Pro Tools pour développer de la scénographie. Et ça, c'est aussi ça l'avenir, c'est des artistes qui créent pour les artistes. Mais encore une fois, c'est émergent, ça doit se structurer et il faut accompagner le mouvement, je pense, par de la formation. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre pour que ça prenne. Voilà. En quelques mots, on l'a évoqué tout à l'heure, le live stream aussi, c'est pas simplement les concerts rock, pop, chansons, électro, jazz, c'est aussi le théâtre, la danse, l'opéra. Des esthétiques donc qui a priori sont moins accessibles, moins populaires, dont on pense qu'elles sont plus compliquées à venir jusque dans les territoires. Est-ce qu'il n'y a pas là un enjeu peut-être prioritaire pour le live stream sur ces esthétiques qui justement sont souvent destinées au centre-ville et à ce qu'on appelle les CSP+, Laurent ? Oui, très certainement. Ça peut être un outil de démocratisation, pour utiliser un terme un petit peu galvaudé, mais en tout cas qui peut permettre d'offrir à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de venir en ville et de payer un billet, l'opportunité d'assister à ce type de spectacle. D'autant plus que finalement, la question qui se pose, c'est aussi celle de quelle expérience est-ce qu'on a envie quand on s'intéresse à ce qui peut exister en termes de live stream? C'est-à-dire, est-ce que suivant par exemple le style musical ou suivant la discipline artistique, je vais être plus ou moins enclin à y assister derrière un écran, ou est-ce qu'au contraire je vais vraiment vouloir me rendre physiquement dans un lieu parce que j'ai besoin de ressentir la chaleur des corps de mes voisins spectateurs, la proximité avec l'artiste, etc. Et peut-être qu'effectivement sur des styles peut-être un peu plus contemplatifs, hein, sans stigmatiser, mais où on vient, si on se rend à un spectacle de danse ou de théâtre, on va être plutôt en position assise, dans un rapport très calme, etc. Peut-être un peu moins d'interaction avec les spectateurs, peut-être que ça peut aussi s'y prêter. Ce que Yvan appelle aussi la redéfinition de l'engagement, parce qu'il y a le contenu, mais il y a aussi l'engagement qu'on met dans les choses. Je crois qu'il va falloir malheureusement s'arrêter. La dernière question, elle est toute simple, et vous y répondez par une phrase chacun. Et le service public dans tout ça? Quelle est sa place dans cette nouvelle économie encore en devenir du live stream? Jean-Michel, la première victime, en une phrase. Je pense que plus que jamais, le service public ne doit pas être considéré comme une institution, mais comme un défricheur. On ne dit pas assez que, par exemple, une maison comme celle-ci est une maison qui fait du défrichage depuis des années, notamment sur le plan du son, qui a développé la FM, qui a développé l'enregistrement des micros, des coupes stéréo pour les orchestres symphoniques, le binaural, le multicanal, et que ce sont des sujets qui font du service public un fer de lance dans toutes les nouvelles technologies. Donc évidemment que le service public est une alternative, notamment sur le plan musical, extrêmement forte par rapport à Spotify au streaming, dans la mesure où il priorise la ligne éditoriale. Et la ligne éditoriale est plus que jamais fondamentale, notamment pour notre identité en France, par rapport à ce qu'on a envie de dire en tant que créateur et en tant que média. Yvan, je vous voyais j'acquiesce. validé, hashtag validé. Le service public comme laboratoire, c'est pas évident comme ça comme phrase, mais je suis convaincu que c'est également le cas. Et sur ce sujet de l'expérimentation et de l'accompagnement de l'innovation, il faut aussi noter, et c'est un signal fort, je pense, à nous tous acteurs de s'en emparer. Les dernières annonces qui ont été faites pendant le forum Entreprendre dans la culture
sur le lancement des plans d'investissement d'avenir qui ont été mis en œuvre, et quatre appels à projets ont été lancés, dont un concerne les nouvelles formes d'expérience live. Donc c'est lancé, et ça montre qu'il n'y a pas seulement un intérêt ou un soutien, il y a une volonté d'innover, mais d'innover à l'échelle, je dirais même au-delà d'une filière, mais d'un écosystème, ce dont parlait Jean-Michel. La filière, elle doit sortir de son lit, pas comme la rivière, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut aussi aller travailler avec les startups, il faut aller travailler avec les designers, et c'est possible. Et peut-être que le service public peut aider à organiser cette conversation-là pour essayer de faire un peu des étincelles, parce qu'on en a la capacité en France de rayonner. Et c'est Laurent qui va conclure sur cette question du service public qui est crucial. Quelle responsabilité. Oui. Non, il faut dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on est une fois de plus le dernier secteur d'activité, je parle des salles de concert et puis plus largement des clubs, qui est contraint en termes de jauge d'accueil des publics. On est encore contraint aujourd'hui à 75% pour les concerts debout à l'intérieur, et c'est le seul secteur d'activité qui est contraint. Donc pour moi aujourd'hui, le service public, c'est une petite pirouette, mais ça commence déjà par dire arrêtez de faire croire au public que les salles de concert sont plus dangereuses que d'autres types de lieux recevant du public, et de faire sauter cette restriction qui n'a plus de sens dans un contexte de passe sanitaire et de garantie apportée. Et puis évidemment après en parallèle, et il ne faut surtout pas croire que je veuille opposer l'expérience physique d'un concert, parce que rien ne pourra jamais la remplacer, à toutes les opportunités d'innovation que mes collègues ont très très bien décrites. Et là-dessus, il faut des moyens par des appels à projets, par le Centre national de la musique, etc. Merci infiniment pour cet échange. Merci Yvan. Vous êtes à Zurich, c'est ça ?